Et vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Yann Hamon, il est co-secrétaire du groupe local Les Écologistes Baie de Saint-Brieuc et il nous a rejoint pour parler de l'actualité politique. Il y a beaucoup de choses à dire, l'actualité politique au micro de la matinale de Bretagne 5. Bonjour Yann Hamon. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes les auditrices et aux auditeurs. Alors, actualité politique importante, j'avais envie de commencer par le salon de l'agriculture qui se déroule actuellement à Paris et ça sonne étrangement avec une décision possible de l'Union européenne qui souhaite alléger les normes environnementales pour permettre aux entreprises industrielles en particulier de relancer la croissance. Alors j'imagine que c'est pas une bonne nouvelle pour l'écologie. C'est surtout une vaste fumisterie de penser qu'on va pouvoir relancer la croissance en supprimant des normes environnementales dans l'agriculture. Alors là, on est vraiment dans un secteur où la préservation de la ressource, donc de la qualité de l'eau, de la qualité des sols, de la biodiversité, va être essentielle pour la croissance à moyen terme. Donc, dire qu'on va supprimer des normes et en même temps relancer la croissance, dans une perspective totalement productiviste, c'est totalement illusoire. Et c'est extrêmement dangereux, ça a des coûts publics très importants évidemment, puisque quand on supprime des normes environnementales, quand on s'attaque comme en France à l'Office français de la biodiversité, qu'on supprime les contrôles, évidemment on se retrouve avec des pollutions qui coûtent très cher en argent public. Alors on le voit sur nos côtes avec les algues vertes, on le voit avec les PFAS qu'on retrouve maintenant dans l'eau, les pesticides, etc. Alors donc les PFAS, ici, pour nos auditeurs qui ne seraient pas au fait, oui, sont les polluants éternels, hein, le téflon, enfin les résidus qu'on trouve dans nos poêles d'une certaine marque, par exemple. Alors, dans nos poêles, mais aussi dans les cosmétiques, dans un certain nombre de vêtements et dans les pesticides, dans certains pesticides de synthèse. Alors, les écologistes, lors de leur niche du 20 février, ont obtenu l'interdiction des PFAS, le retrait des PFAS dans un grand nombre de secteurs industriels. Alors, pas les poêles, mais pour le coup, tous les endroits où c'est possible de les enlever, on a réussi, et heureusement qu'on a des victoires écologistes comme ça, parce que ça a été définitivement adopté, à les faire retirer. Donc, la production va cesser. Ceci dit, ceux qui sont déjà dans l'environnement vont y rester très longtemps. Des pesticides de synthèse contenant des PFAS, il en reste. On dit que ce sont des polluants éternels parce que, tout simplement, c'est la liaison fluor-carbone qui sert à composer ces produits est extrêmement solide, ce qui veut dire que les produits ne se dégradent pas dans l'environnement et que vous les conservez très longtemps. Une fois que vous les avez bu, etc., vous les conservez dans votre corps. Des molécules extrêmement dangereuses. Donc voilà le genre de choses qu'on peut récupérer et qui polluent pendant des décennies et des décennies si on s'abstient de toute norme environnementale. Alors, il y a une demande des agriculteurs d'alléger les normes, d'alléger les contrôles. Alors, il y a eu toute cette séquence avec l'Office français de la biodiversité qui a été très attaqué aujourd'hui. Est-ce qu'il faut arriver là aussi à trouver un équilibre, un compromis, c'est le mot à la mode. Est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Je ne suis pas certain qu'il y ait une demande des agriculteurs. Il y a une demande très forte des industriels. Il y a une demande des gros syndicats agricoles de la FNSEA. Alors après, que ça soit relayé par certains agriculteurs, éventuellement, mais il y a aussi beaucoup d'agriculteurs et de paysans qui demandent une amélioration de la qualité environnementale et qui demandent à ce que leurs produits... c'est surtout des revenus qui demandent les agriculteurs. Hein. Nous, c'est ils veulent vivre ça qu'on est fort. Bah oui, c'est pas la possibilité de polluer plus. Donc, la délégation écologiste doit être aujourd'hui, peut-être hier, au salon de l'agriculture, comme il y a tous les ans. On est toujours bien accueillis et on a des propositions à mener. Évidemment, on travaille avec nos amis de la Confédération paysanne, mais aussi avec les autres agriculteurs. La question du revenu, elle est centrale, et la question de la préservation de l'outil de travail à moyen terme, enfin. Alors, l'outil de travail, c'est aussi revoir le modèle agricole. On en a beaucoup parlé sur cette antenne. Je vous repose souvent la question, mais voilà, il y a cette interrogation. Est-ce qu'il faut changer le modèle agricole ? Est-ce qu'il faut le faire évoluer ? Est-ce qu'il faut y introduire les technologies ? On entend ça aussi. Est-ce qu'à terme, il va falloir avoir une grande réflexion finalement sur ce modèle agricole, particulièrement le modèle agricole breton, hein ? Ah bah, le modèle agricole breton, il pose une question particulière, c'est la concentration de l'élevage sur le territoire breton. On était une terre de polyculture élevage, dans lequel effectivement on produisait beaucoup d'autres choses, et avec des cheptels de taille raisonnable. Il faudrait revenir progressivement vers ce modèle-là, parce que la concentration des élevages hors sol, on voit que c'est extrêmement impactant, notamment pour la qualité de l'eau, que ça pose des questions aussi sur la durabilité des sols, qu'on est obligé d'enrichir avec beaucoup d'engrais de synthèse et avec
effectivement le lisier et on sait les conséquences que ça a sur la qualité de nos eaux. Donc oui, remettre en question le modèle agricole breton, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? On est en train de parler de souveraineté alimentaire, là, dans la loi agricole qui vient de passer, sauf que on n'est pas du tout dans la souveraineté alimentaire. Ce que promeut réellement ce gouvernement avec la loi d'orientation agricole, c'est une agriculture exportatrice. En fait, on est en Bretagne pas du tout capable de se nourrir. On n'est pas du tout, c'est assez incroyable, hein, mais on n'a pas du tout ce qu'il faut en fruits, on n'a pas du tout ce qu'il faut en légumes. Et nos animaux d'élevage, on peut pas les nourrir très longtemps avec, je crois qu'on n'a même pas 50% d'autonomie avec ce qu'on a sur le territoire breton. Donc ça veut dire que si on veut aller vraiment vers une forme de souveraineté alimentaire, alors là les écologistes peuvent être tout à fait d'accord avec ça. Ça veut dire qu'on se remet vers des circuits courts et on essaie de produire sur les territoires. Alors, on peut produire en Bretagne plus évidemment que pour nourrir les Bretons. On peut exporter effectivement et échanger avec une partie notamment du reste de la France et de l'Europe. Mais peut-être produire moins de poulets pour les exporter, de poulets de basse qualité pour les exporter vers l'Arabie Saoudite, ça c'est quelque chose qu'on peut envisager aussi à moyen terme. Hein, si on veut remettre plus de paysans au travail, parce que le corollaire de ce changement de modèle agricole, c'est un agrandissement systématique des fermes, c'est un plan social gigantesque dans l'agriculture, c'est depuis les années 2000, je crois, 50% des agriculteurs qui ont disparu. Alors, est-ce qu'on veut vraiment continuer dans ce chemin-là avec encore plus de technologie, ce qui va nous amener à des fermes encore plus difficilement transmissibles puisque les investissements vont être colossaux et en fait un rachat par les industriels de toutes les terres agricoles. On va gentiment dans ce chemin-là. Donc là, il est temps de remettre en question l'ensemble du processus. Voilà une agriculture qui serait finalement une agriculture d'entreprise et non plus une agriculture familiale ou de paysans ou de cultivateurs finalement. Bah là, c'est ce qui est en train de disparaître. Hein. On a beau la FNSEA nous explique que oui, mais en France, on n'a pas des fermes-usines, on n'a pas des exploitations si grandes que ça. Oui, mais la tendance, c'est qu'on va vers toujours plus d'agrandissement. Donc nous, on défend les agriculteurs, on défend les paysans et on souhaite qu'on en ait davantage. Ce qui veut dire qu'il va falloir aussi à un moment que les pouvoirs publics se mettent et ils ont toutes les raisons de le faire. Hein. Il ne s'agit pas de rentrer dans une forme de collectivisme, mais il y a des endroits où les coûts liés aux volitions agricoles, malheureusement, sont extrêmement élevés et payés par l'argent public, et où, par ailleurs, on n'arrive pas à alimenter les cantines en produits bio, on n'arrive pas à avoir de l'alimentation, du maraîchage, des fruits. Je vous ai donné l'exemple. Hein. Je crois que sur l'agglomération de Lamballe, on produit du porc pour 4 millions d'habitants, alors qu'il y a 60 000 personnes, mais par contre, l'autonomie en fruits, c'est de l'ordre de 4%. C'est quelque chose, à un moment, d'un petit peu dingue, quoi, quand on y pense. Il ne faut pas qu'il y ait des crises quand même quand on est dans ce modèle-là. Il ne faut pas qu'il y ait des ruptures d'alimentation. Hein. On va avoir des problèmes. On a une fragilité alimentaire finalement. C'est ça. Avec aussi autre chose, c'est la demande des consommateurs que nous sommes tous de mieux manger, de préserver sa santé. Est-ce qu'il y a un levier là aussi pour peut-être faire passer l'idée de mieux s'alimenter, de mieux vivre finalement avec quand même aussi l'inquiétude de payer plus cher les produits. Aujourd'hui, on est dans une crise économique, les gens font attention à leur portefeuille, on peut l'entendre. Là aussi, il y a des solutions à trouver. Réduire les intermédiaires, ça va permettre de maintenir un coût relativement bas. Il faut qu'on fasse très attention sur ces histoires de coûts parce que d'une certaine façon, on a des subventions directes et des subventions indirectes à une forme d'agriculture industrielle polluante. Hein. Vous avez les subventions directes qui viennent de l'Europe, qui sont à l'hectare ou à la tête de bétail, bon, d'accord. Et puis derrière, vous avez le fait que c'est bien l'argent public qui va payer les coûts environnementaux et jamais... On n'applique jamais le principe pollueur-payeur. Alors à l'inverse, nous, si on se dit, oui, mais on va essayer d'équilibrer un peu ça, et puis de payer pour services environnementaux les agriculteurs qui aident à contribuer à restaurer la biodiversité et à protéger la nature et la qualité de nos eaux, à ce moment-là, l'équilibre des prix, en réalité... C'est toujours comme ça avec les coûts environnementaux. Il y a eu des études comme ça faites, je crois que c'était Stuttgart qui s'était rendu compte que passer l'ensemble des industries, des agriculteurs en bio, en les subventionnant pour leur permettre de le faire, ça leur coûtait 7 fois moins cher que de traiter l'eau pour dépolluer. Donc vous voyez, on peut avoir aussi des raisonnements comme ça intéressants.
la question des pesticides en particulier, hein, sans rentrer dans les questions des impacts climatiques, de la biodiversité, mais rien que la question des pesticides, c'est une question majeure. On s'en rend bien compte maintenant, les pesticides, les microplastiques, tout ce qui va rentrer dans l'eau du robinet, l'eau qu'on consomme, c'est quelque chose d'extrêmement important et sur lequel il faut qu'on travaille. Le défi de l'eau, c'est finalement le défi de demain aussi. Sans eau, on n'a pas de planète, on ne vit pas finalement. Évidemment, on meurt de soif, hein, ça va assez rapidement si on n'a plus d'eau du tout. Mais on peut pas continuer à avoir des captages d'eau, par exemple, qui sont fermés. C'est assez régulier dans les Côtes d'Armor. On a des eaux avec des taux de nitrate ou des taux de pesticides qui sont très importants. On investit très très cher dans des usines d'eau, de dépollution d'eau très modernes. Là, on vient de le faire du côté de Saint-Brieuc. Malheureusement, on se rend compte dès qu'elles ouvrent qu'on ne traite pas les nouvelles molécules. Donc, il faut qu'on fasse attention. Il y a sans cesse finalement des nouvelles molécules qui apparaissent et qui sont dures à traiter. C'est ça. Et en fait, on voit que les normes s'adaptent. Parfois, on a les seuils qui montent pour dire l'eau est encore potable, parce que si on était très rigoureux sur les normes, il y aurait quand même encore moins de captages ouverts. Mais on a déjà des captages qui sont fermés. Ça obère notre capacité à accueillir, par exemple, plus d'habitants sur les Côtes d'Armor. Donc, pour le renouvellement des générations et pour freiner un petit peu le vieillissement de la population, ça va être un problème, hein, la capacité à avoir l'eau nécessaire pour accueillir plus d'habitants. Alors Yann, j'avais envie de mettre un petit peu aussi en exergue ce qui se passe un petit peu plus loin de nous, mais pas tellement finalement, puisque on a entendu un Donald Trump, vous voyez où je veux en venir, qui a déclaré qu'il y aurait une taxation sur les produits européens à hauteur de 25%. Alors maintenant, ça peut changer, c'est Donald Trump. Mais en tout cas, il y a eu cette annonce, alors qu'il avait reçu Emmanuel Macron lundi dernier pour parler de l'Ukraine, mais aussi de ces questions économiques. Là aussi, ça va frapper de plein fouet nos exportations, le monde agricole, là encore, avec les exportations de fromage en particulier, on pense aussi au cognac. Est-ce que c'est sérieux finalement est-ce qu'il faut prendre au sérieux finalement cette volonté de Donald Trump de passer un petit peu comme un rouleau compresseur et de nous obliger à... Alors attention, hein, les premières victimes de tout ça, ça va être les Américains, hein, et ils commencent déjà à le sentir. Hein. C'est-à-dire que il faut bien voir que l'industrie américaine et la production américaine et la consommation surtout, d'ailleurs, est très dépendante de ce qui arrive de l'extérieur. Les chaînes de valeur, elles sont très imbriquées, donc c'est bien gentil de dire on va faire 25% de droits de douane sur l'acier, sur l'aluminium, sur les produits. Les Américains ont élu Donald Trump, c'est bien de leur faute, pour lutter notamment, parce qu'ils avaient un problème d'inflation. Je pense que le réveil va être brutal. Et on voit déjà Donald Trump, ça fait pas très longtemps qu'il est là, mais commencer à reculer dans les sondages d'opinion aux États-Unis. Il est déjà plus majoritaire en termes de bonnes intentions. Quand les prix vont recommencer à monter, la promesse... évidemment, c'est dommage de croire les promesses de Donald Trump, mais certains les ont crues. La promesse de mieux vivre pour les Américains, elle va être un petit peu difficile. Alors, et puis, je pense que là, on risque d'avoir... quand même des conséquences très graves si vous prenez ça, ce qu'il essaie de faire au niveau de l'immigration, donc là qui va complètement désorganiser toute une partie de l'économie. Les conséquences vont d'abord être très rudes pour les États-Unis. Hein. C'est-à-dire que là, il fait le malin avec 25% de droits de douane sur les produits européens. Ok, on va voir ce que ça donne pour le consommateur américain. Il faut qu'on profite de ça, qu'en fait, c'est une sorte de guerre commerciale qui se lance. C'est totalement absurde dans un monde aussi imbriqué, mais ça va nous donner l'occasion, nous, de travailler peut-être sur les normes et sur comment on fait pour continuer à échanger, parce qu'on n'est pas pour un monde fermé chez les écologistes, mais échanger en ayant des normes sociales et des normes environnementales qui permettent une cohérence, une concurrence, si vous voulez, qui soit non faussée. Le plus loyal possible. Mais oui, c'est ça, c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on travaille sans doute sur les questions agricoles. Les États-Unis sont un grand partenaire. On a d'autres partenaires, la Chine. On voit que les pays qui sont, on voit qu'avec le Canada, par exemple, on va sans doute avoir un commerce qui va mieux se passer parce que le Canada qui est très attaqué par les États-Unis. Donc on commercera aussi nous avec le Canada, avec le Mexique. Je pense que Donald Trump est en train de faire des erreurs économiques tellement énormes qui va mettre le pays dans des difficultés assez graves. Avec un Donald Trump aussi qui
a une forme d'ingérence dans les affaires européennes, en particulier en ce qui concerne la guerre en Ukraine. On a vu là encore le président de la République rencontrer Donald Trump, dire voilà, mais l'Europe est là, il ne faut pas nous oublier dans les négociations. On a pourtant le sentiment que Donald Trump s'est comporté un petit peu j'allais dire en commercial, ou je sais, pardon pour les commerciaux qui nous écoutent, mais en tout cas il a voulu faire du business. On l'a vu avec le deal quelque part autour de l'Ukraine, avec cette volonté d'exploiter les minerais de terres rares si nécessaire pour nos appareils électroniques. On a l'impression d'un deal entre Poutine et Trump, évidemment sans l'Europe, et surtout sans l'Ukraine, sans Volodymyr Zelensky. C'est quand même quelque chose d'assez dangereux et puis d'assez surprenant. Ah, c'est une vision totalement... Alors, je ne sais pas s'il faut dire surprenante, parce que on avait déjà vu Donald Trump fonctionner un petit peu comme ça, mais c'est une vision qui paraît pas si près de nous, finalement. Pas si près de nous, pas de manière aussi offensive, pas aussi proche de Vladimir Poutine lors du dernier mandat, mais là, il se passe quelque chose, c'est que dans le mandat de Trump, il n'y a plus personne. Il avait une sorte de surmoi avant avec des républicains, il y avait des adultes dans la pièce, maintenant on a l'impression que l'adulte c'est Donald Trump dans la pièce, parce que les autres sont tous pires autour. Ce deal, évidemment, c'est un côté, on a l'impression d'être revenu au colonialisme, quoi. Bon, là, on se partage le cadavre de l'Ukraine, hein, c'est quasiment ça. Donc là, c'est les métaux rares. Après, ça va être quoi, le blé. C'est dangereux, ça, pour l'Europe. C'est extrêmement dangereux. Le problème du mépris de l'Europe, de Donald Trump vis-à-vis de l'Europe, et c'est là qu'il faut qu'on profite, c'est un peu comme au niveau du commerce international, de l'arrivée de Trump et de ce qu'il nous force à faire pour accélérer. L'Europe, à un moment, doit être une puissance, y compris une puissance militaire. C'est-à-dire que la défense européenne qu'on réclame depuis très longtemps chez les écologistes, on voit que ça se met en place, mais ça va mettre un peu de temps. Hein. Mais on voit qu'il y a quelque chose. L'Allemagne vient de commencer à bouger là-dessus. On voit que les Anglais, malgré le Brexit, la Grande-Bretagne s'est tout de suite portée volontaire pour aider éventuellement pour envoyer des boys s'il faut sur le sol ukrainien. Donc on voit qu'il y a quelque chose à construire là. Malheureusement, c'est compliqué en ce moment de le construire dans le cadre de l'Europe elle-même, en tout cas de l'UE, parce que on a à l'intérieur de l'UE des Orban, enfin des gens qui sont proches de Poutine, tous les ennemis de l'intérieur. Hein, chaque fois que vous élisez l'extrême droite, vous faites monter en fait l'influence de Vladimir Poutine. Les Américains sont en train de le voir en Allemagne. Évidemment en France, hein, on sait d'où voilà, Marine Le Pen a financé sa campagne avec des fonds russes. On peut imaginer que ça n'aura aucune conséquence jamais, ou on peut voir ce qui se passe avec Trump et Poutine, où là on commence à se poser des questions. Pourquoi est-ce que Trump cède autant à Poutine ? Et est-ce que ça serait lié à des histoires antérieures ou à une aide fournie ? Parce qu'on sait qu'il y a eu de l'ingérence russe pour évidemment sur les réseaux sociaux, c'est très très fort. En fait, d'un point de vue informationnel, on est déjà en guerre avec la Russie, donc il faut vraiment qu'on soit conscient de ça et que les électeurs se rendent compte qu'à chaque fois que vous faites monter l'extrême droite, en fait, vous êtes en train de vendre gentiment l'Europe à Poutine. Alors, sans cynisme aucun, est-ce que finalement ce qui se passe en Ukraine avec ces négociations, alors si on peut parler de négociations, en tout cas ces accords, ces ententes entre Trump et Poutine, est-ce que finalement c'est pas une bonne chose, et là encore sans cynisme aucun, pour que l'Union européenne réagisse plus vite et se retrouve finalement face à ses responsabilités? Vous parliez de défense tout à l'heure. Est-ce qu'il n'est pas temps de créer là encore une défense européenne avec une forme d'OTAN européen, de commandement intégré peut-être? Ouais, peut-être récupérer une partie du contrôle du commandement intégré de l'OTAN, au moins sur le sol européen. Il est temps. De toute façon, c'est toujours dans les périodes de crise que vous avez des avancées. Ceci dit, on pourrait se passer des crises, et surtout les Ukrainiens pourraient se passer d'une crise pareille, bien sûr, et ça va coûter très cher. Et en période de crise, vous faites les choses un peu aussi dans la précipitation. Ceci dit, pas forcément très bon. Ouais, voilà, on peut pas. Toujours est-il qu'on voit l'importance d'avoir une construction européenne qui soit plus forte et qui inclut aussi le plan politique. Hein. On ne peut pas rester simplement dans un marché européen. On a cru que le marché, ça suffisait, ça allait nous protéger finalement de la guerre. Non, il faut le marché, mais il faut aussi qu'on aille plus loin et qu'on ait une construction démocratique, politique, écologique, sociale. Et on le voit aussi en termes de diplomatie, de politique étrangère et de défense. Quelque chose de plus complet.
Avec aussi, là encore, vous parliez tout à l'heure de l'immigration aux États-Unis. On a cette question d'immigration, on en a souvent parlé ici aussi, mais c'est un sujet important et il faut le dépassionner. Finalement, l'immigration en Europe, on a beaucoup de personnes qui viennent des pays du Sud, qui fuient le climat qui devient pour certains pays difficile, avec des températures ou des effets climatiques importants. On a les premiers réfugiés climatiques, on a les guerres évidemment, et simplement l'envie d'avoir une vie meilleure. Le problème, c'est qu'on peut pas accueillir tout le monde, hein, c'est toujours le même dilemme. Comment l'Europe, alors quand je le dis, comment l'Europe peut là aussi avoir un effet de régulation, alors qu'on entend beaucoup de voix s'élever pour fermer les frontières, y compris ici en France. Est-ce que il faut accueillir mieux, hein, on en a beaucoup parlé aussi ici, accueillir mieux et surtout peut-être assurer un renouvellement de population alors que l'Europe est vieillissante? Oui, mais vous avez bien dit qu'il fallait commencer par dépassionner le débat, et puis il faut qu'on fasse quand même attention à pas répandre tout un tas de fake news comme le fait régulièrement l'extrême droite, parce que effectivement, on a eu surtout sur la période de la crise syrienne une arrivée de migrants, mais c'était pas chez nous, c'était en Allemagne. Mmh. Ce qui a eu peut-être, ça a été sans doute un peu massif et peut-être eu plus de difficultés à intégrer qu'à certains moments. Donc il y a eu un petit retour en arrière. C'est 1 million de personnes là. C'est pas du tout les chiffres qu'on a en France. Il n'y a pas de submersion migratoire comme l'a dit les chiffres ne montrent pas ça. Non, en fait, les migrations climatiques, elles se font d'abord entre pays voisins. Donc on a un décalage vers le sud. Il y a un sentiment. C'est répété en boucle aussi, donc il faut bien voir ça. Il y a un agenda derrière de médias d'extrême droite qui vont systématiquement ramener ce sujet, qui disent que l'identité française serait en danger, je sais pas quoi. On constate de manière très étonnante que ces idées-là sont très majoritaires dans des endroits où finalement les gens sont assez peu en contact avec l'immigration. De manière assez curieuse, il se trouve que quand vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup d'émigrés, parfois le vote d'extrême droite est plus bas que quand vous êtes dans un village où il y a très peu d'immigrés. C'est un peu le cas en Bretagne. C'est complètement le cas en Bretagne. En Centre-Bretagne en particulier. Et c'est un peu le cas en Centre-Bretagne, mais enfin voilà. En tout cas, pour la circonscription de Saint-Brieuc, on se rendait compte que l'endroit où il y a une population plus mélangée, plus cosmopolite, c'est plutôt Saint-Brieuc, et c'est là que l'extrême droite a fait son score le plus bas. Bon, il faut qu'on fasse quand même attention à pas raconter n'importe quoi. Vous l'avez dit, il y a des questions démographiques qui font que, de toute façon, on va avoir besoin d'un peu d'immigration pour... D'ailleurs, le MEDEF, c'est assez curieux. Hein. C'est là qu'on va avoir des contradictions assez terribles pour l'extrême droite à venir, et que Trump va sans doute être dans les difficultés, parce que on va être en même temps du côté des entrepreneurs et en même temps dire on va arrêter d'accueillir toute forme d'immigrés et de faire travailler, on va plus faire travailler avec des Américains. Mais ça ne marche pas, ça. Ça ne fonctionne pas d'un point de vue simplement mathématique. Vous n'avez pas la population nécessaire. En Centre-Bretagne ou ailleurs ici en Bretagne, si dans l'agroalimentaire d'un seul coup et dans la restauration et le commerce, vous n'avez plus de travailleurs d'origine immigrée ou étrangers, notamment en saison, c'est une catastrophe économique. Voilà, catastrophe économique et démographique, les deux finalement vont de pair. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas avoir des règles. De toute façon, il ne faut pas faire croire non plus que les frontières sont grandes ouvertes. Hein. On essaye, on a actuellement des règles. On accueille des gens quand il y a des gens qui relèvent du droit d'asile parce qu'ils sont persécutés dans leur pays. Heureusement qu'on les accueille. C'est quand même la moindre des choses en termes d'humanité. Et l'Europe doit être fière de ça. Alors il y a aussi ce dossier qui empoisonne les relations entre la France et l'Algérie avec l'incarcération de Boualem Sansal, l'écrivain qui ne peut pas quitter l'Algérie et qui est malade. Il y a une forme d'émotion aussi autour de cette incarcération. Est-ce qu'on paie aujourd'hui le tribut de la guerre d'Algérie finalement, ou en tout cas dans les rapports que l'on peut avoir avec le pays aujourd'hui, en tout cas avec l'Algérie, entre l'Algérie et la France aujourd'hui. On entend parler beaucoup d'OQTF qui ne seraient pas repris. L'Algérie reprend les OQTF américains, mais ne reprend pas les OQTF américains, et ne reprend pas les OQTF français par exemple. C'est un rapport de force qui s'instaure, c'est mauvais pour j'allais dire les relations diplomatiques entre les deux pays. Alors, il semble que avec l'Algérie, on aura toujours une histoire en France très particulière. Moi, je sais pas si c'est un contentieux. Il y a aussi des liens extrêmement forts. C'est l'une des communautés qu'on accueille le plus. Un contentieux, oui, il y a une histoire terrible.
Mais ce qu'on paye là, c'est pas ça. Hein. Ce qu'on paye là, c'est des déclarations assez maladroites de Macron autour du Sahara occidental, qui s'est, pour une raison assez étonnante, a été se mêler d'affaires entre le Maroc et l'Algérie, alors que on aurait peut-être plus prudemment se tenir à distance. Et c'est ça qui tend les relations depuis quelques mois. Ça a des conséquences, on l'a vu effectivement avec ce que vous dites sur Wallen Transal, et puis des OQTF qui sont pas applicables. Bon, ici il s'agit de revenir à une diplomatie un petit peu plus équilibrée peut-être. On a perdu le sens de la diplomatie. Voilà, non, mais c'est le problème de la droite qui vous explique qu'on va appliquer plein d'OQTF et que d'un seul coup on va expulser tout le monde et que vous allez voir ce que vous allez voir. Le ministère de la parole de Bruno Retailleau, on va voir ce que ça donne en réalité dans les chiffres, mais très probablement pas grand chose. On a des grandes déclarations qui ne sont pas suivies d'effets et qui ne sont pas de nature à régler quelques problèmes que ce soit. On réagit sur un incident tragique ou un acte terroriste parce que voilà, pour stigmatiser toute une population, il faut qu'on fasse très attention à ça parce que là on fait évidemment monter l'extrême droite quand on fait ça, et jouer des muscles pour dire qu'on va faire appliquer des OQTF, ça implique d'avoir des bonnes relations diplomatiques avec ses voisins surtout. Donc peut-être d'avoir une politique de coopération et de co-développement un peu plus intelligente. On va parler de politique française, parce qu'on a beaucoup parlé de l'international, de l'Europe, et j'avais envie de parler de ce qui se passe aujourd'hui chez les écologistes. Il y a eu cette mise en cause de Julien Bayou dans une affaire de violence auprès des femmes, et puis il y a eu ces déclarations de Sandrine Rousseau. Julien Bayou a été lavé par la justice, en tout cas blanchi par la justice. Est-ce que c'est quelque chose qui empoisonne là aussi, j'allais presque dire, le fonctionnement des écologistes? Voilà, est-ce que, quel est le sentiment aujourd'hui finalement? Le sentiment, il est forcément partagé. Je n'irais pas jusqu'à dire que ça empoisonne la vie des écologistes, mais c'est une affaire évidemment de parti, peut-être des instances grave et dommageable. Il faut bien comprendre que nous sommes un parti qui a décidé d'être en première ligne sur les violences sexistes et sexuelles, et on sait que sur les violences sexistes et sexuelles, vous avez malheureusement beaucoup de cas, près de 80% je crois des affaires qui finissent en non-lieu faute de preuves. Donc l'idée qu'on met en avant très souvent, c'est que d'abord on croit à la parole des victimes. À partir de là, évidemment, il faut quand même qu'on soit prudent de ne pas rentrer dans des dérives. Et il semblerait que autour de l'affaire Bayou, en tout cas sur cette partie de l'affaire pour laquelle il a été, quand vous dites blanchi, ça veut dire absence d'infraction. D'habitude, on est infraction insuffisamment caractérisée quand on a un non-lieu. Là, dans le cas de Julien Bayou, il y a une absence d'infraction, c'est-à-dire qu'on lui a reproché des choses qui n'existaient pas, d'après la justice. Et effectivement, on peut avoir l'impression d'avoir eu une chasse aux sorcières. Ça, c'est dangereux parce que non seulement c'est terrible pour Julien Bayou qui a été un petit peu qui a été complètement détruit politiquement pour une affaire pour laquelle, semble-t-il, il n'avait pas de fait judiciaire, en tout cas, à se reprocher. Mais aussi, c'est une instrumentalisation politique de la cause des violences sexistes et sexuelles, et ça, c'est très grave. Alors après, c'est extrêmement compliqué d'être à la fois en empathie avec les victimes et de croire à la parole des victimes. Et on prend toujours à ce moment-là le risque, c'est très très minoritaire quand même, hein, ce genre de cas. Ce qui arrive plus souvent, c'est que des victimes aient réellement été abusé, ou c'est pas ce qu'on reprochait à Julien Bayou d'ailleurs, c'était déjà un petit peu plus nébuleux, on parlait de violence psychologique, enfin voilà, c'était assez différent, mais effectivement on se met du côté des victimes, on est d'abord en empathie, on veut d'abord dire aux femmes on vous croit, ça amène à un risque de dérive qui est extrêmement minoritaire, donc il va falloir qu'on réfléchisse, qu'on trouve l'équilibre. On veut être en pointe dans ce parti sur ces questions, donc on va continuer à réfléchir sur ce parti. Je pense que cette affaire-là doit nous aussi nous servir de leçon et d'avertissement sur la manière dont on conduit les enquêtes. La cellule interne avait d'ailleurs conclu n'avait pas conclu à des choses particulières autour de Julien Bayou. Je crois qu'il avait été blanchi aussi en interne.
J'aurais voulu parler des élections municipales et puis du remaniement, on peut l'appeler comme ça, à la région. On va pas avoir le temps. Vous allez revenir évidemment, Yann Hamon, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Quand je parlais des élections, je parlais évidemment des municipales. J'imagine que vous êtes déjà dans les starting blocks. Alors en un mot, très court. Dans les starting blocks, les écologistes en général, effectivement, réfléchissent notamment à un projet. Nous, en ce qui nous concerne, pour l'agglomération de Saint-Brieuc, on va essayer on travaille à un projet global. C'est très important que les agglomérations aient des projets un petit peu généraux. Et puis, à Langueux, autour du collectif Langueux Demain, on commence à travailler. Voilà. Vous reviendrez nous en parler, c'est promis. Yann Hamon était avec nous, co-secrétaire du groupe local Les Écologistes Baie de Saint-Brieuc. Merci infiniment. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.